Bonjour à tous et bienvenue. Nous avons aujourd'hui avec nous Benjamin Provencher, qui est chiropraticien et en ce moment, il est aussi étudiant au doctorat en sciences biomédicales à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je vais pas présenter Benjamin davantage parce que j'aimerais bien, Ben, si tu me le permets, Oui, de t'appeler comme ça. oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de toi-même, qui est Benjamin Provencher et puis bienvenue surtout pour cette entrevue. Ah ben merci. Ben oui. Donc oui, Benjamin Provencher. Je suis en fait natif et résident de Trois-Rivières, là, donc je suis pas allé très loin pour les études. Euh, j'ai un background en chiropratique, comme tu l'as dit. Je suis chiropraticien, gradué en 2014 de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Aussi, j'ai travaillé à temps plein comme chiropraticien pendant environ 4 ans. Un peu plus, je crois. Dans cette particularité de ma carrière, c'est que j'ai travaillé principalement à l'étranger. Donc, j'ai travaillé en République dominicaine, au Pérou, à Singapour et en Chine, dans divers milieux cliniques, divers contextes. Donc, ça a apporté quand même une expérience clinique assez riche, assez vaste. Puis ensuite, j'ai décidé de retourner aux études au cycle supérieur pour parfaire ma formation, si on veut. Puis mon thème de recherche s'intéresse beaucoup à la chiropratique là, et aux problèmes qu'on traite en chiropratique aussi. Bonne question. En fait, dans le cours d'une pratique, on peut, en fait, moi je l'ai vécu, je suis certain que tu l'as vécu aussi parce que tu es chiropraticien aussi, mais on traite des gens, puis parfois ça fonctionne super bien, puis des fois ça fonctionne vraiment moins bien, alors que tu sais, notre diagnostic, le pronostic, en fait, était le même pour les deux personnes. C'est des personnes similaires avec un problème similaire. Tu as fait le traitement exactement la même chose. Et pourtant, il y en a un chez qui tu as une récupération quasi miraculeuse, puis une autre personne qui a presque pas de changement ou pas du tout. C'est, comme clinicien, c'est fâchant, mais c'est aussi mind-boggling en anglais. Tu te questionnes, mais pourquoi tout ça? Donc, c'est un peu ça, c'est toute cette réflexion-là des expériences cliniques, dans le fond, d'un mélange de... La majorité du temps, ça fonctionne, mais pourquoi certaines fois, ça fonctionne pas? Je suis toujours une personne qui a voulu aller répondre aux questions qui gèrent mal, en fait, l'incertitude. Donc, je pense que c'est un peu ça qui m'a poussé à retourner aux études, le fait de vouloir comprendre ça pour moi-même, mais aussi pour mes collègues, de pouvoir améliorer les traitements en général, puis améliorer le soin qu'on donne aux personnes. Ouais, je pense que c'est ce qui me pousse le plus à continuer dans cette voie-là. Ce que j'aime le plus, je crois, dans la démarche scientifique, c'est juste que c'est une méthode pour trouver la vérité, finalement, pour comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que c'est ce que c'est, la science, c'est juste une méthode d'acquérir des connaissances. Puis moi, je trouve ça, c'est pas une méthode qui est parfaite, peut-être, mais c'est la meilleure qu'on a présentement. Donc, moi, depuis tout petit, en fait, sans le savoir nécessairement que c'était ça, mais c'est le genre de méthode que j'applique pour comprendre le monde qui nous entoure, finalement. Donc, oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Oui, donc, comme je le mentionnais rapidement tout à l'heure, mes travaux ont rapport au traitement des douleurs au dos ou autres douleurs musculo-squelettiques. Là. Donc, j'essaie de comprendre comment le traitement le plus utilisé par les chiropraticiens, mais aussi utilisé par d'autres professionnels de la santé, la manipulation vertébrale, le fait de pousser sur la colonne vertébrale pour soulager les douleurs. Donc, comment ce traitement-là, justement, soulage la douleur. Donc, on essaie de comprendre les mécanismes d'action de ce traitement-là. En fait, c'est de certes un des mécanismes d'action, parce qu'il y en a plusieurs, c'est une intervention qui agit à plusieurs niveaux, mais on pense que, au fond, ça viendrait interférer avec la transmission de l'information douloureuse au cerveau. Donc, c'est une hypothèse qu'on a à cause de plusieurs autres études, mais ça n'a jamais été démontré clairement. En fait, ça viendrait affecter un type de neurone particulier là, qui transmet l'information douloureuse, les fibres nociceptives. Et si on peut démontrer ça et comprendre plus comment justement tout cela se produit, éventuellement, puis là je parle vraiment, ça va prendre d'autres études pour ça, mais on pourrait mieux guider l'utilisation du traitement, mieux identifier les patients qui seraient susceptibles de répondre à ce traitement-là, et même mieux traiter les gens qu'on peut déjà traiter avec ça, peut-être en changeant la fréquence du traitement ou la dose du traitement, ou peu importe. On pourrait préciser finalement des guides de pratique pour améliorer le traitement. Donc, le but de mon projet qui est financé, c'est justement ça, c'est de démontrer ce mécanisme d'action-là
sur les fibres C nociceptives à l'aide d'imagerie. Dans le fond, je mesure l'activité de ces fibres-là indirectement dans le cerveau là, par ce qu'on appelle des potentiels évoqués laser. Donc, je vais le faire chez des individus qui ont mal au dos depuis peu de temps, chez des gens qui ont mal au dos depuis plus longtemps, donc qui ont des douleurs chroniques. On va voir justement s'il y a des différences entre ceux-là, s'ils réagissent différemment au traitement. Puis, on va essayer de préciser les mécanismes de tout ça. J'utilise en fait l'EEG ou l'électroencéphalographie. Donc, ce sont des électrodes placées sur le cuir chevelu qui mesurent l'activité électrique du cerveau. Donc, moi, je m'en sers, c'est une mesure indirecte, si on veut, de l'activité des fibres nociceptives C, puisque, en fait, notre hypothèse, c'est que leur activité est diminuée au niveau de la moelle épinière, donc avant que le signal se rende plus haut. Donc, je mesure, ben, comme tu le sais, en fait, parce que tu fais des recherches semblables aux miennes. Donc, mais en mesurant ici au niveau du cerveau, c'est le seul endroit chez l'humain où je peux mesurer cette activité-là, en fait, parce que l'EEG, l'électroencéphalographe, il y a une bonne résolution temporelle parce que ce sont des réponses qui sont très rapides, là, donc ça se produit en moins d'une seconde. Et donc, d'autres techniques d'imagerie ne permettraient pas de pouvoir mesurer ces méthodes-là, ces mesures-là, ces changements-là d'activité assez rapides. Donc, c'est vraiment la meilleure méthode qu'on a présentement, puis ça fonctionne plutôt bien, en fait. C'est une aide absolument exceptionnelle. Là, puis je remercie vraiment le réseau de bioimagerie du Québec de m'avoir octroyé la bourse. Parce qu'on le sait, la recherche, c'est pas simple. Hein? Puis je pense que le défi, outre tous les défis techniques là, toutes les questions qu'on se pose chaque jour, puis c'est ça, les obstacles à relever pour arriver à réaliser nos recherches. Un de ces obstacles-là principaux, c'est toujours le financement. C'est le problème. C'est que nous, comme étudiants, chercheurs, il faut pouvoir vivre. Donc, ça nous prend beaucoup de temps à faire ça. Mais justement, d'avoir un soutien comme ça, financier, des organismes comme le RBIC, c'est absolument extraordinaire et nécessaire là, pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait, pour réaliser nos recherches finalement, puisque sans ça, ça serait juste impossible. Un jeune chercheur, en fait, ce que je dirais, c'est de commencer à s'impliquer dans la recherche. Ça peut être indirectement ou par des stages ou quelque chose d'observation ou d'intervention, peu importe, là, mais de s'impliquer tranquillement pour se mettre dans le bain, hein, prendre connaissance de tout ça. Et une fois qu'on se lance, hein, qu'on fait une maîtrise, un doctorat ou autre, c'est d'avoir un sujet de recherche qui nous passionne parce que la recherche, comme plein de choses, hein, c'est pas nécessairement facile. Il y a des bons moments, mais il y a aussi des moments plus creux, si on veut, plus difficiles. Et donc, d'avoir un sujet qui nous passionne et qui nous tient à cœur, ça nous permet de garder une vision, si on veut, plus claire ou plus positive du futur, de voir où on s'en va, hein, pourquoi, de se rappeler le pourquoi on fait tout ça. Donc, c'est ce qui nous permet de continuer d'avancer, malgré parfois, justement, les moments plus difficiles où peut-être on n'a pas obtenu de financement, ou peut-être on a eu des événements dans nos vies qui rendent nos journées plus compliquées, plus difficiles. Mais parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent. Ça peut être du bris de matériel, ça peut être n'importe quoi. Mais donc, c'est ça, d'avoir un sujet comme ça ou une vision plus claire d'où on s'en va avec tout ça, je pense que ça aide beaucoup. Merci au réseau. Ça, encore une fois, c'est une grande aide.